Ce dimanche, Droit de réponse fait une incursion dans le monde de la politique, les sénatoriales 2018, l'entrée en jeu du Conseil constitutionnel et les mesures de Paula Tangandji. Bonjour à tous et bienvenue. C'est parti pour 1h30 de totale immersion dans l'univers de l'actualité au Cameroun. Bonjour à vous, Flavien Ndongo, et bienvenue. Bonjour Kédiaré, bonjour également à nos panélistes. Alors, comme tous les dimanches, vous avez la responsabilité, ce dimanche encore, de faire un tour dans la presse écrite, notamment pour nous dire comment elle a traité ces différents sujets d'actualité. Et comme vous le savez, la presse n'est pas restée en tout cas insensible à cette actualité, en toutes ces différentes actualités. On sait déjà qu'il y a eu plein de sujets, mais ce matin, donc, on constate d'ailleurs que la presse, comme d'habitude, notamment Cameroun Tribune, au sujet du Conseil constitutionnel, a évoqué simplement, présenté déjà les membres comme étant les pionniers même qui vont bâtir le socle de cette autre institution de la République qui tardait donc à être mise en place jusqu'ici. Le quotidien gouvernemental précise par ailleurs qu'ils ont prêté serment, chacun devant les représentants du peuple que sont donc les députés et les sénateurs. Ils ont pris l'engagement de respecter la Constitution. Le quotidien privé, la nouvelle expression, donc n'est pas que resté sur la cérémonie d'installation. Le tabloïd s'intéressait déjà aux défis et qui attendent bien sûr ces hommes. Voyez-vous, le rédacteur de l'article est donc revenu sur le rôle que le Conseil est donc appelé à jouer, à savoir constater la vacance de la présidence de la République et pour le faire, donc les membres doivent, précise bien sûr la nouvelle expression, se référer à l'article 6, alinéa 4 du 14 avril 2008, modifiant et complétant donc certaines dispositions du 18 janvier 1996, portant révision donc de la Constitution du 2 juin 1972. Ce sont là quelques informations. C'est dire que les regards restent donc focalisés sur ces personnes qui vont donc jouer en qualité de pionniers un rôle important au cours donc de cette année électorale. Le sujet a largement été traité par la presse locale cette semaine donc qui s'achève. Un autre sujet, et le second en tout cas de ce rendez-vous dominical ce dimanche justement, il voit donc de près le sujet qui a été traité également par la presse. On parle bien entendu de ce qui a touché bien sûr les Camerounais, la nouvelle expression qui dans l'une de ses parutions a évoqué donc les curiosités même des différentes listes des partis politiques en course rendues publiques par Elecam. On parle bien sûr des sénatoriales. À l'ouest de Cameroun par exemple, le quotidien privé du Carrefour Equinox à Douala fait savoir qu'on a retrouvé sur certaines listes RDPC des noms des gens qui n'avaient pas été retenus par la base. Et bien entendu, selon bien sûr le journal, des chefs traditionnels par exemple ont pu intégrer ces listes-là, pourtant n'ont pas été retenus par les militants de base. L'œil du Sahel, qui n'a pas raté l'occasion, relève que le nom donc du maire de Mora par exemple, retenu au départ, a disparu lors de la publication du produit final. Le même journal de préciser que ce sont donc des incongruités des listes du RDPC dans le nord et bien sûr dans d'autres localités de la République. Et le journal de donner donc raison à ces autres partis politiques de l'opposition, notamment le MRC, qui ne s'intéresse pas à cette élection sénatoriale. Donc c'est également ce qu'on a pu lire dans le journal. Le quotidien privé bilingue Émergence dit avoir fait donc un travail de fond, celui de présenter les visages des différents candidats après notamment la publication des listes par Elecam. Émergence rappelle qu'il y a 36 listes validées, 5 rejetées parmi lesquelles le Social-Démocratique Front dans la région du centre. Pour l'hebdomadaire L'Essentiel, il s'agit simplement de 252 candidats pour 70 échappes. Donc 9 partis politiques en compétition. Par ailleurs, le journal revient donc sur les recalés de ces formations politiques, notamment le RDPC, avec des visages bien connus de la République, qui n'ont pas été donc investis par la hiérarchie de leur formation politique et selon bien sûr les régions. C'est également le second sujet de ce rendez-vous. Le dernier, comme vous le savez, on va marquer un arrêt pour parler notamment de ce qui donne désormais ou qui va donner le sommeil ou qui va enlever le sommeil à certains administrateurs, parlant notamment de l'administration territoriale, avec la sortie, la toute première du ministre Tangandji dans un document qualifié de confidentiel, mais qui s'est retrouvé dans les réseaux sociaux et bien sûr dans la presse. Et c'est Mutation qui donne donc le ton et qui s'est saisi d'ailleurs du document qui dit confidentiel, adressé bien sûr au gouverneur, préfet et sous-préfet par le nouveau ministre de l'administration territoriale. Selon Mutation, à Tangandji met donc les chefs de terre au pas, eux qui s'étaient donc transformés en vendeurs de terrain et juges pour gérer notamment les conflits fonciers et de lui rendre compte 2 fois par jour de tout ce qui se passe comme information au Cameroun. D'ailleurs, le Messager parle plutôt
de la méthode à Tangandji qui consiste justement à inviter les autorités administratives à lui faire parvenir tous les jours une synthèse sur la situation sociopolitique et même sécuritaire de l'heure, donc notamment dans leurs différentes circonscriptions respectives, dont le patron de l'administration territoriale et par ailleurs secrétaire permanent du Conseil national de sécurité veut simplement réveiller les chefs d'État qui sommeillent. À Tangandji reste ainsi l'homme sur lequel on a le plus parlé au cours de cette semaine. De toutes les façons, on reviendra encore sur lui dans cette édition de Droit de réponse. Merci à vous Flavien, on se retrouve dimanche prochain. C'est moi. C'est vous qui me remerciez, d'accord. Et on va rentrer de plein pied dans la présentation du panel de cette édition. On commence bien évidemment, comme à l'accoutumée, à l'extrême gauche, où se trouve là-bas l'un des représentants du MRC. Il est notamment membre de la cellule de communication. Il s'agit de Julien Herman Sepo, à qui on va souhaiter la bienvenue. Bonjour, très cher. Bonjour Kate, bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision qui nous regardent ce matin. J'espère que mes co-panélistes et moi-même, co-panélistes que je salue en passant, j'espère que nous allons faire le nécessaire pour éclairer l'antenne pour les questions qui nous sont posées aujourd'hui. De toutes les façons, bonjour et merci pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Je peux vous garantir que c'est ce que les téléspectateurs attendent de vous ce dimanche, que vous alliez au fond de ces sujets et que vous puissiez justement les détailler afin qu'ils le comprennent, qu'ils les comprennent mieux. Également présent sur ce plateau. De nous-mêmes pour ça. D'accord. Également présent sur ce plateau, un politologue juriste également, qui a décidé d'être présent parce qu'on va parler également beaucoup de constitution au cours de cette édition et donc on s'est dit comment faire une émission pareille sans avoir de juriste avec nous sur le plateau. De toutes les façons, ce dimanche, le docteur Bernard Bouguin est avec nous. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour Kate, je salue mes co-panélistes. Et je dis un salut très cordial à vos millions de téléspectateurs. Je peux vous garantir que le million de téléspectateurs est présent au rendez-vous. Et comme d'accoutumé sur ce plateau, on a des journalistes pour mieux canaliser les débats et également revenir sur comment ils ont traité les sujets tout au long de la semaine. Et donc, ce dimanche, nous avons pensé à inviter Jacques Dobel, qui lui également a décidé de répondre présent. Bonjour et bienvenue. Bonjour chers consoeurs et bonjour à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. J'espère pouvoir être à la hauteur de leurs attentes. D'accord. Et pour terminer cette longue liste de panélistes, finalement, on va introduire un autre invité qui cette fois est militant au sein du RDPC, militant acharné, nous a-t-il dit au téléphone. Il s'agit de Jacques Bimaï, à qui on va souhaiter la bienvenue. Oui, bonjour Kate, bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox TV. Et bien sûr, bonjour également à mes co-panélistes. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici pour partager avec vous ce dimanche cette réflexion pour l'avancée de la démocratie dans notre pays. Merci à vous d'être venu, d'avoir répondu présent à cette invitation. Et on rentre de plein pied dans le premier sujet de ce dimanche qui concerne bien évidemment les sénatoriales 2018. On sait que depuis hier a été lancée la campagne électorale pour les premières élections de cette année. Il s'agit, on vous l'a dit, des sénatoriales. Occasion pour les partis en lice de convaincre le maximum possible les grands électeurs qui iront les voter. Et quand on parle de grands électeurs ici, on fait allusion aux conseillers municipaux qui vont se charger d'élire finalement ces sénateurs. Mais avant de rentrer pleinement dans la campagne, on va revenir avec vous, Jacques Dobel, sur les faits qui ont marqué, qui ont agrémenté l'actualité autour des sénatoriales tout au long de cette semaine. On a parlé tout à l'heure des grandes curiosités de ces listes-là et on aimerait bien revenir dessus, sur ces curiosités-là avec vous, pour savoir laquelle de ces grandes curiosités finalement aurait maintenu votre attention. J'ai personnellement été frappé par la présence du SDF seulement sur 6 régions, si je me souviens bien. Parce que quand un parti se présente comme le plus grand parti du pays, qui se présente d'ailleurs comme le chef de file de l'opposition, pour se retrouver seulement dans 6 régions, sur les 10 que nous avons, il y a un véritable problème. Encore que le SDF se trouve absent dans une région aussi sensible que le centre, et nous savons par le passé que le SDF a eu beaucoup de problèmes dans cette région, où il y a eu mort d'hommes. Je pense à un
cadres du SDF au moment des grandes batailles au sein de ce parti. Il y a un certain Diboulé qui est mort à Yaoundé, au siège du SDF, et qui a été enterré du côté de Mouanko. Alors, quand je suis souvent les débats, le SDF se présentant comme étant le plus grand parti de l'opposition, je me pose encore la question de savoir comment ils n'ont pas pu être dans 4 régions. Comment pour moi, c'est vraiment une grande curiosité parce que tout le monde pensait jusque-là que l'UNDP avait perdu pied dans plusieurs régions, mais curieusement, l'UNDP se retrouve dans toutes les régions. On peut tenter de donner une explication déjà à cette curiosité concernant le SDF. On sait que le SDF a désisté notamment dans une région sur une liste. Et il y a également que 3 de leurs listes ont été mises de côté parce qu'elles ne remplissaient pas toutes les conditions. Cela pourrait expliquer ou tenter. Je crois s'il y a eu désistement, ça veut dire qu'il y a quelque chose, soit au niveau du parti lui-même, ou alors le parti a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions pour compétir dans cette région. Très bien. Avec vous, Jacques Bimaille, on va parler également des nombreuses casseroles que votre parti politique, le RDPC, a quand même pu drainer tout au long de cette période d'inscription sur les listes. On sait notamment que dans les régions de l'Ouest et également celles du Nord, il y a eu beaucoup de problèmes. On parle notamment de l'ajout des noms sur des listes, des noms qui n'avaient pas été validés par la base. On parle des personnes qui se retrouvent 2 fois sur la même liste. Comment justifiez-vous cela, vous qui êtes quand même considéré aujourd'hui comme un parti État, celui qui a en sa possession toutes les cartes pour aller jouer un jeu qu'on lui donne finalement un vainqueur? Non, Kate, il ne faut pas parler de parti État. Il faut dire que le RDPC est le plus grand parti de Cameroun. Et il faut éviter les polémiques. Moi, je vais dire ici, vous savez, il y a des commentaires dans la presse, c'est peut-être parce qu'on ne maîtrise pas le fonctionnement de notre parti. Il y avait des commissions d'investiture au niveau régional, sur la base des critères qui étaient bien définis. Et bien sûr que tous les dossiers devaient remonter sur Yaoundé, où il y a eu la commission centrale d'investiture. Donc, me dire qu'il y a des noms qui se sont retrouvés ici et là, et puis finalement, ça n'a pas donné. Non, je crois que ce que vous rentrez, ça c'est la soupe de notre parti. Je crois que tout ce qui a été fait, ça a été fait selon les instructions du président national, conformément aux critères de choix que notre parti, que la haute hiérarchie a établi. Donc pour moi, je peux vous dire, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de curiosité. Nous avons investi, ou bien le parti a investi des candidats qui sont représentatifs et qui sont acceptés par les militants de la RDPC. Dans ce cas, vous pourrez peut-être nous expliquer ce qui s'est passé avec l'une des listes de la région du Nord. On parle du candidat Noné Payouni, dont le nom aurait été rajouté finalement à Yaoundé, parce qu'à la base, on a un nom présent sur cette liste-là, c'est le nom d'Armand Yedi qui est finalement retiré pour qu'on puisse mettre le nom d'un autre candidat. Est-ce que vous avez la possibilité, vous, au RDPC, de changer les noms alors même qu'on a déjà... Heureusement que je peux me permettre de te tutoyer ici, Kate, tu parles au conditionnel. D'accord? Donc je dis encore, nous sommes dans un cadre politique, nous avons un parti avec ses règles, des critères, avec des institutions. Les investitures ont été faites, il n'y a plus de commentaires là-dessus. Nous sommes aujourd'hui en campagne et tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de gagner ces élections. Est-ce que ce n'est pas de la mauvaise foi que vous êtes en train de faire? Parce que vous dites que les débats sont clos, mais ils ne sont pas totalement clos. C'est au sein de votre propre parti politique que les voix discordantes sont en train de s'élever aujourd'hui. On va peut-être prendre le cas d'une autre liste, toujours dans le Nord, où il y a un nom qui apparaît, le nom de la même personne qui intervient à la 6e et à la 7e position. Il s'agit de Madame Doudou, épouse Adamou Amadjabou, sauf qu'en 6e position, il y a effectivement le nom de Madame Doudou, épouse Adamou, et que la suite de son nom se retrouve en 7e position. Je continue à dire que pour nous, le moment n'est plus, nous ne sommes plus dans la polémique, nous sommes maintenant en campagne. Je vous ai dit que nous sommes un parti politique bien organisé.
avec, vous voyez, avec une certaine discipline. L'heure est aujourd'hui, on a lancé la campagne hier. Vraiment, nous, maintenant, c'est le passé. Je vous dis que nous avons veut dire que des candidats qui vont nous représenter. Vous reconnaissez quand même ce qui vous est reproché? Qui sont représentatifs. Non, je dis heureusement que vous parlez au conditionnel. Et quand vous parlez au conditionnel, vous comprenez vous-même que, bon, moi, je n'entre pas vraiment, ce sont des polémiques. Je ne peux pas rentrer dedans. D'accord, on a très bien compris ce que vous avez dit ce matin. Julien Sepo, dites-nous, on est en train de voir aujourd'hui avec tous les articles qui ont été pondus dans la presse au sujet des grandes curiosités des listes du RDPC, que ce parti politique peut à loisir manipuler les listes et peut-être les résultats, on n'en sait rien. Est-ce que c'est ce qui a fait peur au MRC, qui a poussé ce parti politique à se retirer de la course au sénatorial? Merci de me passer après. Je pense que c'est dire peur au MRC, c'est un très grand mot. Il faut reconnaître que déjà en 2013, lorsqu'on a convoqué le corps électoral pour la première fois pour les sénatoriales, déjà le MRC avait émis un certain nombre de réserves quant à la mise sur pied du Sénat dans ces conditions-là. Et on se souvient du scandale qui avait été occasionné dans l'Adamawa justement avec une liste du RDPC toujours qui avait fini par être disqualifiée. Très bien. Donc, vous voyez, M. Bima a parlé tout à l'heure de certaines polémiques, mais sauf que c'est récurrent. Vous ne pouvez pas expliquer que des partis ou des gens, un parti, il a dit bien organisé, qu'on se retrouve avec des listes ou alors on envoie des candidats qui ne remplissent pas les conditions. Et qu'on vous dit qu'à la fin que non, votre liste est rejetée parce que vous n'avez pas... Mais c'est quand même une curiosité. Et vous avez parlé tout à l'heure, c'était une autre liste où un même nom apparaît à la 6e, à la 7e position, mais également c'est une grande curiosité. On comprend comment cette liste est passée, n'est-ce pas, dans les mailles du conseil électoral de l'ECAM pour être publiée. Donc c'est une certaine curiosité. Maintenant, pour revenir au mouvement pour la naissance du Cameroun, je vous ai dit tout à l'heure, nous, on n'a pas peur, au contraire. Le MFC dit nous allons participer à toutes les élections au Cameroun. C'est vrai, vous savez, nous nous battons pour le code électoral depuis un certain nombre d'années. Depuis notre lancement, nous avons souhaité que le code électoral soit assez consensuel. Nous avons lancé des pétitions pour ça. Mais nous disons, même si le code électoral est mauvais, même s'il n'y a pas de code électoral, le MF ira aux élections directes. Sauf que pour ce qui concerne les élections sénatoriales, le collège qui sont des élections indirectes du fait justement, j'y arrive. Des grands électeurs, les conseillers municipaux. Justement, j'y arrive. J'y arrive. Le collège électoral qui est convoqué pour élire les sénateurs, c'est deux corps, les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. En 2013, nous avons dit, nous ne comprenons pas comment, de 1996 à 2013, c'est-à-dire 17 ans après, on soit allé au sénatorial sans passer, sans, n'est-ce pas, mettre sur pied les conseils régionaux. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, le Sénat devait arriver à la fin du parachèvement du processus de décentralisation. Tout simplement parce que les sénateurs sont les représentants des collectivités territoriales décentralisées. Ils n'ont rien à voir avec le mandat représentatif des députés qui sont sur le plan national. Maintenant, il y a eu une exception en 2013. On a dit que non, parce que vous savez, le RDPC, ces gens-là, comme ils ont l'impression qu'ils sont toujours plus intelligents que tous les Camerounais, ils ont mis dans la Constitution que non, les institutions se mettront progressivement. Et ils disent en attendant. Maintenant, ils ont dit en 2013 que bon, on ne va pas atteindre indéfiniment, on va mettre sur pied le Conseil, le Sénat en attendant. Mais, sauf que pendant 5 ans, nous avons même interrogé ces sénateurs. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour qu'au moins au renouvellement de votre mandat, votre élection soit plus conforme à la Constitution? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait pour que les conseils régionaux soient mis sur pied? Mais ils sont perdus eux-mêmes, ils ne savent pas. Alors maintenant, on vient nous dire encore renouvellement avec le même corps qu'en 2013. Nous disons quand même, soyons un peu sérieux dans ce pays. Non, on aurait dû, au moins pendant les 5 premières années de l'existence de ces sénateurs, faire un effort pour que les conseils régionaux, pour que le collège électoral soit complet. Ça, c'est l'une des récriminations du MRC. Nous disons que c'est pas, ça ne fait pas sérieux et nous n'avons pas, nous désintéressons pour le moment Vous souhaitez rebondir, Jacques Bimaï? Oui, allez-y. Je veux dire, nous devons être sérieux et responsables. Une question. Votre président national veut être le chef de l'État. Il va gouverner avec quel Sénat, avec quelle Assemblée? Vous savez, il ne faut pas tromper les Camerounais. Bon, qu'est-ce que vous voulez finalement? Donc, maintenant, quand le président Kamto sera président demain, s'il est élu président demain,
il ne va pas travailler avec le Sénat. Et en plus, vous faites des commentaires sur une élection que vous avez décidé, à laquelle vous avez décidé de ne pas participer. Ce n'est pas responsable. Monsieur Bima, je pense que le fait de ne pas participer à une élection ne nous empêche pas. Je suis électeur, je vous dis en passant, je suis électeur à ces élections sénatoriales. Donc, je parle de ces élections avec autorité parce que je suis électeur. Déjà. Maintenant, lorsque vous parlez du président de notre qui veut être président, nous le disons et c'est vrai. Mais nous disons les élections sénatoriales sont une élection indirecte. Et nous vous disons le Sénat tel qu'il se présente au Cameroun aujourd'hui. Nous l'avons décrit en 2013. J'ai fait un article dans le Messager là-dessus en 2013 lorsqu'on a lancé les Sénats. J'ai dit que ce n'était pas normal. Et maintenant, nous nous retrouvons 5 ans après, on n'a rien fait. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, M. Bima, vous qui êtes aux affaires, que depuis 5 ans, vous ne pouvez pas me montrer, vous ne pouvez pas me dire quelle a été l'avancée. Dites-moi, sur le plan législatif au Cameroun, quelle a été l'avancée, quel a été l'apport des sénateurs? Vous ne pouvez pas me dire. Les sénats, en l'absence du conseil régional, les sénateurs se seraient au moins se rapprocher des maires et de la première collectivité qui a dit, c'est-à-dire que les maires, pour au moins s'imprégner de comment ça se passe et pouvoir porter leur voix. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Aucun sénateur ne peut vous dire aujourd'hui que grâce à moi, j'ai fait... Donc, le bilan est nul. Donc vous ne pouvez pas m'expliquer, vous ne pouvez pas chercher à expliquer D'accord. En nous disant que c'est curieux, on ne fait pas des commentaires. Non, nous je vous remercie. Les Camerounais, vous nous voyez. Je vous remercie, Julien Sassé, pour le temps d'introduire également le docteur Bougain pour sa première prise de parole sur le sujet. Comment comprendre, docteur, que malgré toutes les curiosités qu'on a pu constater sur les différentes listes du RDPC, que ces listes-là soient quand même passées? On sait qu'il y a une liste du SDF qui a été mise de côté justement parce qu'elle n'était pas complète. On aurait pu utiliser la même stratégie que celle utilisée par le RDPC. Est-ce que cela ne montre pas la relation incestueuse qui existe entre le parti au pouvoir et certains organes supposés être neutres? Oui, ce que je voudrais dire, je n'ai pas le dossier en main, je ne connais pas très bien qu'est-ce qui s'est passé, mais si les choses se présentent telles que vous les dessinez, cela veut dire effectivement qu'il y a une certaine connivence. Mais encore faut-il que les choses soient en train de se présenter de cette façon. Je n'en sais rien vraiment. Mais le moins que je puisse dire par rapport à ces élections, à mon avis, ce sont des élections sans enjeu. Pourquoi sans enjeu? Parce que le RDPC est majoritaire en termes de conseillers municipaux dans toutes les régions. Je ne sais pas s'il n'y a même pas égalité dans la région du Nord-Ouest. Je crois que le RDPC est majoritaire. De ce fait, compte tenu de la discipline du parti, je ne vois pas comment le RDPC ne gagnerait pas. Donc, à mon avis, c'est à raison que peut-être le MRC ne s'est pas présenté aux élections parce que le MRC veut économiser. Mais le boycott n'est pas une solution. On a non, je ne pense pas que ce soit... Nous n'avons pas boycotté. Je ne pense pas que ce soit un boycott. Suivez-moi bien. Vous savez, il y a plusieurs élections qui demandent le nerf de la guerre. Les partis n'ont pas toujours beaucoup d'argent. Il y a de l'argent investi dans les sénatoriales. Je pense que les autres partis qui y vont veulent obtenir un trophée de fair play, c'est-à-dire qu'ils comptent sur la magnanimité du président de la République pour leur accorder 1 ou 2 sénateurs, je ne sais pas 7, parce qu'ils se seront quand même présentés, ils auraient joué le jeu de la démocratie. Bon, on ne peut pas reprocher au RDPC d'avoir cette majorité. On peut toutefois se poser la question de savoir comment l'opposition a-t-elle géré les élections précédentes pour se retrouver dans cette position aussi défavorable par rapport au sénatorial. Bon, ce que moi je dis, maintenant s'il y avait quand même une stratégie de l'opposition en vue de rassembler de part et d'autre les miettes de conseillers municipaux qui sont disséminés, on aurait pu comprendre qu'ils sont dans une stratégie qui peut payer à moyen terme. Mais tel n'est même pas le cas. Et donc, je ne sais pas, c'est pas facile de comprendre. Mais... Vous êtes dubitatif. Jacques Dobel, est-ce que ce n'est pas une stratégie pensée par le RDPC? Parce qu'on sait qu'en principe, les conseillers municipaux devraient commencer par être renouvelés. Et ce sont les nouveaux conseillers municipaux mis en place qui se seraient contentés d'élire les sénateurs. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pensée par le RDPC? Très brièvement, je vais répondre à cette question en me disant que c'est une stratégie. Mais je vais relever deux
de passage, j'ai entendu dire que le RDPC, en faisant sa liste, a respecté les instructions ou les consignes du président de la République. Du président national, s'il vous plaît. Du président national, si vous voulez, merci. Et on sait aussi que entre les instructions qui viennent d'en haut et l'application en bas, c'est comme de la cime à l'abîme. Par ailleurs, j'ai entendu dire aussi que le MRC ira gouverner sans Sénat. Le Cameroun a été gouverné jusqu'en 2013 sans Sénat, si je me souviens bien. Et ça n'a jamais arrêté le fonctionnement de ce pays. C'est comme le Cameroun pouvait toujours fonctionner sans Sénat, s'il fallait qu'on arrive à un Sénat comme celui que nous avons aujourd'hui, qui est complètement inopérant. Ça, je suis d'accord avec le docteur, parce que tout à l'heure, je crois que c'est mon voisin de gauche qui a demandé, si on demande aujourd'hui aux sénateurs quel serait leur bilan, je ne sais pas s'ils seraient à même de le donner, sinon qu'ils ont accompagné l'Assemblée nationale dans la manière de voter le budget. Encore que, petit journaliste de mon État, j'ai lu des articles venant du Nord-Ouest, où par exemple, le vice-président du Sénat, qui se trouvait être M. Achidi Achou, ancien Premier ministre, n'est jamais passé par un conseil municipal pour offrir quoi que ce soit. Ce que faisaient de simples citoyens camerounais qui ont quand même des patriotes, qui ont une idée de ce pays. On va demander à M. Achidi Achou et à la plupart des sénateurs d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent des micro-projets? Il y en a dont on a entendu parler. Mais M. Achidi Achou et bien d'autres, je veux même tenser un peu les sénateurs du littoral. Je ne sais pas. On ne les voit pas beaucoup. On ne les a même pas vus du tout. Je regrette de dire ça comme ça. J'ai des amis là-dedans. Alors la région du littoral a cumulé le plus de catastrophes. J'ai des amis là-dedans et ils vont sans doute m'interpeller, mais je leur dis que la vérité, parce que je n'ai jamais entendu parler d'un sénateur qui a donné quoi que ce soit quelque part. Je peux peut-être me tromper et je vais le concéder si jamais quelqu'un peut m'apporter un démenti. D'accord. Oui, M. Bimaï, on va revenir à vous, ne vous en faites pas. Je voulais réagir par rapport on reviendra à vous, ne vous en faites pas, vous aurez la possibilité de revenir sur ce détail-là. Mais vous avez parlé tout à l'heure de l'UNDP, en disant c'est une grande curiosité, on ne comprend pas comment ce parti politique a pu se présenter dans l'ensemble des 10 régions, alors qu'on sait que le parti en lui-même n'a pas de conseillers municipaux dans ces 10 régions. C'est quoi la stratégie? Est-ce que c'est la suite? On sait qu'il y a une entente entre le RDPC et ce parti depuis 1997. Est-ce que cette entente-là va tout de même se poursuivre dans ces sénatoriales? Je n'irai pas jusque-là parce que ça c'est la cuisine interne des deux partis. Mais je crois que l'UNDP fait là ce que j'appellerais une politique de présence. Parce qu'on dit que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Et comme vous le dites si bien, l'UNDP peut également compter sur la collaboration entre ce parti et le RDPC qui pourra lui concéder quelques sièges. Comme d'ailleurs le RDPC a disqualifié en 2013 l'UNDP, si je me souviens bien, dans la Damawa, où l'UNDP avait des sénateurs, pour accorder des sénateurs là-bas à un parti comme le SDF qui n'en avait pas. Ça, c'est les pratiques politiques au Cameroun sous le renouveau. Il faut le constater comme ça et voir exactement dans quelle barque nous sommes menés. D'accord. Monsieur Bimaï, vous aviez quelque chose à dire tout à l'heure. Oui. Je voulais dire ceci, Kate. Il faut aussi noter que nos amis de l'opposition qui viennent souvent pleurnicher ici, comment l'opposition peut-elle gagner des élections dans notre pays, dans un pays où le RDPC contrôle 303 communes sur 360. Vous savez que quand il y a des élections, quand il y aura des élections municipales, au départ même, dans environ 115 communes, on n'a aucune liste d'un parti de l'opposition camerounaise. Bon, c'est seulement pour dire que, vous savez, après on a l'art de venir pleurnicher, et puis les journalistes, bon, je sais que vous voulez un peu aider notre opposition. On est dans la neutralité. Mais voilà, l'opposition, elle doit se structurer, elle est assez faible, c'est pas de notre faute.
je voulais revenir sur le Sénat, pour ceux qui parlent du Sénat. Vous savez, de l'autre côté, c'est tout le monde qui demande la décentralisation dans notre pays. C'est un processus qui est progressif, d'ailleurs, un processus est progressif. Voilà, Et là, c'est le mot que vous... c'est ça. Et actuellement, le Sénat, au fait, est là pour représenter les collectivités décentralisées. On sait, peut-être, on peut discuter que, bon, voilà, les collectivités, toutes les collectivités décentralisées ne sont pas encore mises en place. Mais je vous rappelle que même en France, les institutions ne sont pas statiques. Elles sont dynamiques. C'est-à-dire, on les réforme. Par exemple, ces problèmes qu'on a là maintenant, on doit tirer des leçons. On s'est rendu compte que la fin de mandat des sénateurs est arrivée au même moment que presque à la fin de mandat des conseillers municipaux. On ne devait pas attendre les élections municipales. Il faut que les institutions, que l'État continue à travailler. Ce que je dis, c'est une leçon. Même en Europe, on a connu ça, même en France. Il est donc question qu'à un certain moment, qu'on essaie d'organiser nos institutions de façon que même le programme électoral tient compte de tout ceci. Moi, je dis, je suis l'un des militants, je dis un fervent militant des institutions fortes. Je me dis, nous devons comprendre qu'il faut les construire. Il faut de la responsabilité. Il faut du patriotisme. Et il faut essayer de marchander tout ce qu'on est en train de faire parce que, par exemple, le RMC, d'ailleurs, c'est un non-événement. Qu'est-ce qu'il peut faire au niveau des régions? Je ne sais pas s'ils ont même 5% de conseillers. Bon, donc, il faut donc comprendre qu'il faut être humble et comprendre qu'en politique, tout se construit et on a besoin du temps. D'accord. Alors, ça, c'est une belle pique qu'on a lancée à votre endroit, Julien Sepo. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous ne pensez pas d'ailleurs comme le RDPC, parce que pour s'arrêter tout simplement sur le cas du SDF, il y a eu beaucoup de difficultés dans les listes qui ont été rejetées. On parle de défaut de signature, on parle de listes incomplètes. Est-ce que ce n'est pas cette impréparation en fin de compte qui dessert un peu trop souvent les partis politiques de l'opposition? Merci. Je vais rappeler une chose à M. Lima qui nous donne l'impression que l'opposition n'est pas structurée au Cameroun. Je donne ce qui est vrai. Tout simplement parce que qu'est-ce qui est vrai? Le jeu est pipé. C'est-à-dire que l'opposition, le déploiement de l'opposition camerounaise, c'est-à-dire qu'en 1990, on a dit multipartisme intégral. C'est-à-dire que chacun est libre. Mais sauf que ce que M. Bima ne vous dit pas, le RDPC n'a pas été créé en 1990. Pour se battre comme les autres partis, comme les partis d'opposition aujourd'hui pour s'installer. C'est un parti qui est, le RDPC est là depuis 1966. Certains vont parler de 85, mais je vous dis, le RDPC c'est la continuité de l'UNC. C'est un parti qui a gouverné ce pays pendant, on n'a parlé que de ça. Bon, du jour au lendemain, on a juste changé l'habit de l'UNC pour que ça devienne le RDPC. Maintenant, les autres partis, les partis politiques d'opposition doivent également se battre pour avoir de l'espace. C'est-à-dire, dans ce terrain-là, ce n'est pas facile avec les moyens qu'on connaît au Cameroun, avec la préfectorale qui est littéralement contre tout ce qui ne va, tout ce qui n'est pas d'accord avec l'administration. Il faut reconnaître ça en passant. Maintenant, lorsqu'il parle d'institutions dynamiques, ce que nous disons, M. Dumas, c'est quoi? C'est que on ne peut pas, dans un pays où on veut être sérieux, mettre la charrue avant les bœufs. Je vous ai dit, les sénateurs, vous l'avez dit tout à l'heure, les sénateurs, interrogez n'importe quel sénateur, M. Dobel le disait tout à l'heure, qui n'a pas vu un sénateur, ils ne savent pas ce qu'ils font là. Demandez-leur eux-mêmes ce qu'ils font là, ils ne savent pas. Parce qu'ils devaient passer, ils devaient être représentés. Ceux qui sont censés représenter ne les connaissent même pas, ils ne les connaissent pas. À ce moment, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Absolument rien. C'est pour dire, quand j'entends un certain nombre de choses, il faut être dynamique, d'accord. Mais comment est-ce qu'on doit fonctionner? Vous ne pouvez pas aujourd'hui, avec des institutions, comme on dit, on veut avancer. Je vais prendre un exemple très simple, permettez-moi de faire pique. Allez-y. Si vous prenez, il parle de la dynamique, si vous allez dans le site du MINAT, qu'on vient de scinder en passant, aujourd'hui, vous tapez la liste des partis politiques existants au Cameroun. Vous allez vous retrouver, la dernière mise à jour est de 2012. Et dans cette liste, vous allez voir le parti de M. Bimaï, qui se réclame du RDPC depuis des années, qui est un fervent militant du RDPC. Mais là-dedans, vous allez voir que M. Bimaï est président d'un parti au Cameroun. Il est militant du RDPC. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous prenez un Cameroun, si à travers le monde, n'importe quel citoyen du monde veut s'informer sur les informations politiques au Cameroun, c'est déjà biaisé. C'est déjà faux.
Donc c'est dans ce genre-là, c'est dans ce jeu que le RDPC nous amène. C'est-à-dire qu'on ne donne pas, déjà pour les partis d'opposition qui se veulent sérieux. Moi, je suis un acteur de terrain. Je peux vous dire des difficultés auxquelles je suis confronté tous les jours avec l'administration pour un petit déploiement. Donc, malgré ça, on se bat. Il a dit que nous, on n'a pas 5%. Mais ces 5%, c'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup d'efforts vu ce que le RDPC fait pour qu'on arrive même à rien. Donc, nous pensons qu'il ne faut pas que les gens du RDPC pensent qu'ils ont la primeur de l'amour du Cameroun. Non. Si justement nous sommes à l'opposition, c'est parce que nous ne sommes pas d'accord sur la façon dont les choses de ce pays sont faites. Alors, pour une fois qu'elles doivent être faites, il faut que ce soit bien fait. Ok, parlons concrètement, si vous le voulez bien. Oui. Qu'est-ce que l'opposition peut faire pour tirer son épingle du jeu de ces sénatoriales précisément? Justement, le docteur a parlé tout à l'heure. Vous savez, le RDPC a besoin de sparring partner pour donner l'impression qu'il y a la démocratie. Vous avez tout à l'heure parlé de boycott. Non. Le boycott, c'est une démarche collective. Parce qu'il ne faut pas de boycott, il faut que ce soit une démarche collective. Nous avions pensé justement que par rapport à ces sénatoriales, l'opposition camerounaise serait sortie peut-être grandie si elle disait nous ne participons pas à ces sénatoriales parce que les préalables ne sont pas, ce que nous réclamons ne sont pas, les préalables ne sont pas là. Parce que ce qu'on ne comprend pas dans ce pays, c'est que si vous regardez depuis 92, où on a une assemblée multipartite, aucune initiative de loi n'est jamais venue d'un parlementaire. Aucun député n'a jamais fait voter une loi dans ce pays. Toutes les lois sont des propositions gouvernementales. Mais on comprend mal que les gens eux-mêmes ils préparent des lois. Ils les font voter, mais ils n'arrivent pas à les appliquer. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on va dire on l'a mis sur pied du Sénat, d'accord, voilà les préalables. Mais on attend 15, 20 ans, on ne les fait pas. Et on commence par la toiture. Nous disons que ce n'est pas possible. Maintenant, l'opposition, c'est vrai, il y a des partis qui se disent que c'est une lisibilité, que bon, vous savez, la période de campagne, c'est au moins la période où on peut se déployer sans avoir des lignes derrière. Ils se disent que non, ça va nous permettre peut-être d'avoir une certaine visibilité pour les prochaines élections. Et comme le docteur disait tout à l'heure, il y a également des problèmes de finances. Vous savez, ce pays, bon, c'est vrai, il y a également pas de financement public de la campagne, mais ça ne représente absolument rien pour un parti sérieux. Et c'est donné à quel moment? Après la campagne, après les élections? Quel que soit le moment bon, si vous voulez investir, si vous êtes un homme d'affaires que vous voulez investir et que vous êtes sûr que vous pouvez rentrer là, même le banquier peut vous financer. Donc là, ce n'est pas un problème. Le problème maintenant, c'est la stratégie. Nous pensons que l'opposition camerounaise aurait dû, pour une fois, parler d'une même voix et avoir une stratégie commune de boycott de ces élections. Mais le problème n'est pas qu'on a renouvelé le Sénat avant les conseils municipaux. Non. Logiquement, ce sont ces conseils municipaux qui doivent voter le sénateur. Sauf que nous avons réclamé en 2013 de renouveler d'abord le mandat avant d'arriver au sénatorial. On serait arrivé justement au niveau où c'est à chaque renouvellement du mandat des conseillers municipaux qu'on voterait le Sénat. Mais ils sont allés, et c'est toujours à des fins. Ces gens ne font rien au hasard, c'est toujours à des fins. On le disait tout à l'heure, ce sont les grandes stratégies mises sur pied finalement pour tenter de contrer l'adversaire. Dites-nous, docteur Bouguin, est-ce que ces élections, ces sénatoriales 2018 peuvent nous apporter une surprise, comme celle par exemple de voir l'opposition se tailler sa part dans ce gâteau sénatorial? Oui, vous savez, nous sommes dans un système de gouvernance, un système qui a ses règles de jeu, qui a ses objectifs. Maintenant, par rapport à ce que le parti au pouvoir voudrait faire percevoir à la communauté nationale ou internationale, le président de la République, par rapport aux 30 sénateurs qu'il nomme, certainement va, compte tenu de ses relations et autres, va distribuer quelques sénateurs. C'est son bon vouloir. On peut disqualifier des listes. Il n'y a pas, dans ce cadre, un reproche à lui faire parce qu'il a la majorité écrasante. Mais s'il s'en va avoir les 100 sénateurs, ce sera quelque chose que beaucoup ne comprendront pas. Donc, de toutes les façons, il s'arrangera à jouer le jeu de cette façon. Mais s'il faut se retrouver comme sur un terrain de football et se dire que ne marquera un but que celui qu'il a mérité, le RDPC aura déjà
les 70 sénateurs. Est-ce qu'on ne peut pas espérer qu'au sein de ce parti politique, justement, on sait qu'il y a beaucoup de contestations qui souffrent en ce moment au sein du RDPC. Est-ce que cette contestation, ce vent de contestation ne pourrait pas desservir finalement à ce parti? Et puis, comme qui dirait, le vote est confidentiel. Chaque candidat se retrouve tout seul devant l'urne. Il pourrait changer à loisir ce qu'il décide, qui il décide de voter comme candidat. Est-ce qu'on peut, on peut s'accrocher à cette petite lueur d'espoir? Bon, faisons un raisonnement comparatif. Vous avez vu depuis très très longtemps au niveau de l'Assemblée, où le RDPC a toujours une majorité absolue. Hein, les projets de loi passent. Il n'y a pas de proposition de loi. Il y a une discipline du parti. Dites-vous que au niveau du conseil municipal, les conseillers vont être rassemblés, et tel est déjà le cas, pour recevoir des consignes. Et il y a un travail qui se fait, un travail psychologique qui se fait. Si vous connaissez quelqu'un qui est conseiller municipal du RDPC, il va vous renseigner sur quelques méthodes qui ne sont pas des méthodes illégales, non, mais qui rappellent aux gens que vous n'êtes ce que vous êtes que parce que le parti a bien voulu que vous soyez cela. Ce qui est vrai. Et par conséquent, je ne pense pas, il peut y avoir quelques brebis galeuses, mais ça ne peut pas inverser la tendance. Ça ne pourra pas. De toutes les façons, c'est sûr qu'il y aura quelques gens qui vont essayer de se démarquer. Mais ça ne pourra pas changer. Mais ça veut tout simplement dire, M. Bimaï, qu'au sein de votre propre parti politique, il n'y a peut-être pas de volonté d'être humain en tant que, du moins dans sa capacité d'exister en tant qu'être humain, puisque tout dépend de la volonté du parti, de ce que le parti vous a donné pour que vous soyez à ce niveau. Est-ce que c'est systématiquement ce que vous remettez dans les urnes, ou alors vous pensez à chaque fois que vous allez voter à l'avenir du Cameroun? Non, quand on adhère à un parti, c'est parce qu'on est convaincu. Et il y a dans tous les partis politiques, je dis bien dans tous les partis politiques, c'est ce qu'on appelle la discipline du parti. Donc, moi je dis, Kate, le RDPC a toujours aidé l'opposition. Parce que nous sommes conscients que pour construire ce pays, nous avons besoin d'une opposition forte et responsable. Mais pendant combien de temps nous allons continuer à porter cette opposition? Vous savez, c'est comme on est en train de dire là-bas maintenant, le chef de l'État, on est obligé, c'est le chef de l'État, là, et ce n'est plus le RDPC. En tant que chef de l'État, il sait qu'il faut nommer des Camerounais, c'est sûr qu'il nommera aussi des Camerounais qui viendront de RDPC, de l'opposition et consorts. Mais je dis, tout à l'heure là, M. Sepo nous parle de « Oh, on devait se rassembler pour faire le boycott ». Quand est-ce que vous allez vous rassembler pour construire l'opposition au Cameroun? Vous n'êtes que là, c'est-à-dire quand il faut boycotter, oh l'opposition. Mais, oh, de ça, M. Sepo, c'est de ça? C'est pas ce qu'il y a dit. Oui, mais c'est ce que, oui, vous, l'opposition, les ententes de l'opposition, c'est quand il y a des élections. Vu des préalables. Monsieur Sepo, je dis bien, même nous de RDPC, tout ce que nous faisons n'est pas parfait. Et pour bien construire ce pays, nous avons besoin d'une opposition forte, d'une opposition organisée. Malheureusement, vous êtes tellement égoïste. Chacun veut être président. C'est quand il y a des élections, il faut parler de boycott. Alors que vous avez eu tout le temps pour nous proposer peut-être que, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour parfaire notre système? Vous êtes en train de dire, non, vous ne proposez rien de sérieux. Je dis bien, je dis l'opposition camerounaise. Oui. Ça veut dire que vous ne pouvez pas venir ensemble. Vous ne pouvez que venir ensemble pour boycotter. C'est ce que vous avez dit, hein? Que oui, malheureusement, on n'a pas pu être ensemble. Vous faites tous des efforts pour que l'opposition ne se réunisse pas. C'est vous qui faites les efforts dans ce sens. Vous dites que vous voulez rendre l'opposition dans 115 communes. Qu'il n'y ait pas de militants des listes de l'opposition pendant les municipales dans 15 communes, 115 au départ. Parce que vous ne le faites pas, les partis d'opposition se déploient, M. Bima. Je peux vous parler des exemples. Nous nous déployons à l'heure actuelle dans le sud, le MN. Nous avons été obligés d'aller rencontrer le gouverneur du sud pour lui dire que le Cameroun, c'est un pays, le MF est un pays démocratique, le MF est un parti légalisé qui doit, n'est-ce pas, se déployer sur le terrain. Tous nos camarades là-bas sont tous les jours pris à partie par vos camarades, qui les menacent, qui les changent. Nous avons été obligés, je le dis, d'aller rencontrer le gouverneur pour qu'il prenne sur lui
de ce que tous les partis tous les partis au Cameroun légalisés doivent travailler. Vous venez nous dire que vous donnez les moyens à votre... C'est vrai, vous pouvez dire, vous avez quelque part une partenaire avec qui vous échangez de temps en temps, mais il ne faut pas dire des choses qui ne font pas. Très bien. Et puis, est-ce que c'est le RDPC qui donne les moyens? En 92, l'opposition a eu le soutien du peuple camerounais. Si aujourd'hui le peuple vous a abandonné, c'est parce que vous ne proposez rien de concret. C'est ça la vérité. Et le RDPC propose quoi? Ben bien, écoutez, nous sommes en train Vous avez hérité d'un pouvoir, M. Bima, que vous faites tous les efforts pour confisquer. Laissez les Camerounais s'exprimer, on verra à ce moment-là. Très bien. Si le docteur Bougaine souhaite rebondir. Oui, je voudrais, avec votre permission, faire une petite correction là. Je pense que lorsque les partis d'opposition n'arrivent pas à se déployer, soyons honnêtes, ce n'est pas le RDPC, ce sont des fonctionnaires enthousiastes qui pensent qu'en posant tel ou tel acte, ils font plaisir à tel parrain, ils font plaisir à telle personne. Mais ils engagent... du RDPC, docteur. Est-ce que les est-ce qu'ils sont sanctionnés? Je sais de quoi je parle. Oui, bon, s'ils ne sont pas sanctionnés, oui, là c'est un autre problème. Nous avons organisé des meetings dans des villes où nous passons, et sont les cadres du RDPC qui donnent des instructions aux gens de ne pas sortir. Oui, si nous tronquons la vérité, nous n'avançons pas parce que c'est la vérité qui permet à la science d'avancer. Absolument. Disons donc que les fonctionnaires ne jouent pas leur rôle. Les fonctionnaires n'acceptent pas une certaine neutralité dans le jeu politique au niveau des sous-préfectures. Vous pouvez dire ça. Parce qu'il favorise. Bon, et ce n'est pas tous. Ce n'est pas tous. Bon, si tel est le cas, il faudrait bien qu'ils répondent de leurs actes. Vous savez qu'il y a des procédures contre ce type d'individus. Bon, il y a combien? Vous avez jamais, jamais. Mais ces procédures sont initiées. Vous avez plein d'avocats. Oui, il y a des procédures qui sont initiées au niveau des tribunaux administratifs. On peut, n'est-ce pas, on peut dans le cadre d'un refus d'un service dû poursuivre au pénal un sous-préfet. Très bien. Ça n'aboutira toujours pas. Au-delà de tout ce qui ça n'aboutira pas, vous faites une citation directe. Au-delà de tout ce qui a été dit, Jacques Dobel, on a ce discours qui nous vient tout le temps du RDPC, surtout, il faut le préciser, sur le fait que l'opposition n'arrive pas à se mettre ensemble. Est-ce que c'est un débat qui tient? Ça ne tient pas. On a une multitude d'idéologies. Ça ne peut même pas tenir. C'est vraiment dire, je dirais même que c'est de l'infantilisme, c'est pas de l'enfantillage. Parce qu'on ne peut pas demander à, c'est pas moi, 200 personnes de s'entendre sur quelque chose, ils ne s'entendront jamais. C'est pas possible. Le drame, c'est que nous-mêmes, les Camerounais, le Camerounais lambda, vous et moi, je ne sais pas si nous sommes conscients de l'avenir de notre pays. Parce que au-delà de tout ce que les partis, parce que ce n'est pas seulement le RDPC, les partis peuvent donner à un individu pour aller voter, nous marchons sur ce genre de choses. Voilà le genre de mets que nous mangeons souvent. Parce que vous avez parlé tantôt des manigances qui peuvent avoir au niveau des conseils municipaux par rapport au vote des sénateurs. Pour avoir observé des élections dans un pays, et surtout l'élection sénatoriale de 2013, j'étais en Consamba. L'établissement secondaire où j'étais, il y avait des bureaux, je crois qu'il y en avait 3, où les conseils municipaux allaient voter. Il y avait un bureau où ils allaient, je ne sais pas ce qu'ils allaient faire là-bas, toujours est-il que... Vous avez observé, vous pouvez nous dire précisément. Je peux vous dire qu'ils allaient toucher une enveloppe là-bas. Et en touchant cette enveloppe, qu'est-ce qu'ils donnaient en échange? Et vous savez comment les élections se passent partout. C'est-à-dire vous apportez les bulletins que vous n'avez pas mis dans l'urne et on vous donne une enveloppe, on vous donne quelque chose. Voilà un peu comment moi j'ai observé les sénatoriales en 2013 en Consamba. Et on a tellement paupérisé les Camerounais à un tel point que le Camerounais est capable d'accepter
je n'ose pas dire... Est-ce que ce n'est pas parce que la population camerounaise n'est pas suffisamment cultivée sur les procédures, les procédés, les manigances politiques? Est-ce qu'en ce moment, le journaliste n'a pas sa part de responsabilité? Non, le journaliste... C'est le journaliste qui... Le journaliste n'a pas de part de responsabilité là-dedans. Chacun de nous a une conscience. Je crois que on dit que le Cameroun est un pays très scolarisé. Nous avons été à l'école à des niveaux différents. On forme beaucoup de pays d'Afrique, à ce qui paraît. Voilà. Mais nous n'avons pas une conscience nationale depuis quelques années, disons-le. Le Cameroun de 2018, là, ou alors le Cameroun depuis 1990, n'est pas le Cameroun de 1950, où les gens avaient une conscience, où les gens se sont fait tuer, où des gens ont subi tout, parce que ce pays devait être indépendant. Et quand il a été indépendant, des méthodes ont été utilisées. On avait surtout en cette période-là un ennemi commun qui était le colon. Oui. On ne peut pas comparer les deux systèmes. Mais vous pensez qu'aujourd'hui c'est... Mais le colon est toujours là. Et le colon d'aujourd'hui est beaucoup plus dangereux. Parce que le colon d'aujourd'hui, c'est moi, c'est toi. Hein? D'accord. Pour sortir de ce sujet, rentrer dans le tout deuxième, Dr Bouganon, on vous donne la possibilité de donner votre mot de fin là-dessus. Oui, sur 2 points. Par rapport à une stratégie commune de l'opposition, vous connaissez la dynamique qui amène François Mitterrand au pouvoir. Oui, qu'est-ce qu'il est devenu après? De la gauche. Oui, voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsque vous voyez un parti comme le RDPC, qui s'appelle le Rassemblement, c'est en réalité une coalition de beaucoup de groupes. De beaucoup de réseaux, de plusieurs choses à la fois. C'est ça qui fait cette grande force. Il y a des noms que j'ai évité de donner. C'est ça qui fait cette grande force. Si de l'autre côté, les gens ne sont pas capables de constituer au moins une force semblable, je ne suis pas d'accord avec vous. On va se retrouver toujours en train de pleurer, de perdre. Bon, maintenant, concernant les électeurs, vous savez, nous avons un problème, c'est une affaire de culture politique. Nous avons une certaine culture politique. Nous savons qu'au niveau des élections, je vais vous le dire crûment, au niveau des élections, c'est celui qui a le plus d'argent qui gagne les élections. Parce que quand l'électeur vient, vous venez rencontrer un électeur, vous lui dites, est-ce que tu peux venir voter pour moi? Il dit, bon, je prends le taxi avec quoi? Mais parce que les foules après, ont été je mange quoi? Exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on ne doit pas sortir de ces considérations? Bon, maintenant, il appartient. Je voulais conclure en disant qu'il appartient au parti. Et je voudrais en venir à ce que mon copanéliste disait tout à l'heure, que les sénateurs même ne savent pas ce qu'ils font au Sénat. Je voudrais dire qu'il y a un problème de formation des électeurs et des militants. Il faut pouvoir les former. C'est un des rôles, c'est le rôle premier des partis politiques. La politisation des masses, leur formation, il faut les former. Quand on envoie un candidat qui soit formé, qui sache pourquoi il y va, que à chaque fois qu'on a l'occasion de rencontrer les électeurs, qu'on leur dise que, écoutez, tel que vous allez vous comporter au niveau des élections, tel sera également le comportement du pouvoir en place. Et si vous êtes mal comporté, le pouvoir en place va se comporter aussi mal. Et c'est vous qui payerez les pots cassés. J'utilise ce comporter mal pour ne pas heurter certaines sensibilités. Oui, oui. D'accord, je vous remercie, messieurs, de vous être étendus sur ce sujet, d'avoir permis aux uns aux autres de le comprendre de fond en comble. On passe au deuxième sujet inscrit à l'ordre de droit de réponse de cette édition et l'on rentre de plein pied dans la mesure Paul Atanga-Ndji. Le 7 mars dernier, on a une lettre ultra confidentielle qui circule un peu partout sur les réseaux sociaux. C'est une lettre dans laquelle le nouveau ministre de l'administration territoriale donne pour instruction aux sous-préfets, préfets et gouverneurs de région de faire, et cela 2 fois par jour, des rapports en ce qui concerne la situation sécuritaire et politique de leur circonscription d'appartenance. Une action qui a tout de suite quand même enflammé l'opinion nationale avec ce qu'on a appelé l'innovation pour l'Atanga-Ndji en fonction, ça dépend des médias qui ont titré là-dessus parce que les titres fusaient de tous les sens. Et on est quand même tenté de se demander avec vous, Jacques Bimaï, pourquoi est-ce que cette sortie, même si on ne peut pas l'appeler forcément sortie parce que c'était une lettre confidentielle qui a fuité, pourquoi est-ce que ça fait autant de bruit? Est-ce qu'avant, il n'y avait pas des informations qui remontaient de la base jusqu'au sommet? Est-ce que le ministre est en train d'innover?
Je peux dire que le ministre est en train d'innover parce que nous sommes dans un contexte particulier. Il arrive à ce poste après Emmanuel Sadi qui a été là pendant très longtemps et c'était aussi un autre contexte. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui qu'on regrette que pour des revendications qu'on peut dire légitimes d'une grande majorité de nos frères et sœurs anglophones, certains ont installé la barbarie dans ces deux régions où on s'attaque ouvertement au symbole de l'État. C'est pour dire que pour moi, ce n'est pas comme ça qu'on peut régler un problème politique dans notre pays. Parce qu'il faut le reconnaître, c'est un problème aujourd'hui qui est politique. Et Atangandi a donc été nommé dans un contexte difficile. On enlève un sous-préfet, on enlève un délégué régional, on tue les forces de l'ordre, des civils. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et surtout aussi, certains qui s'attaquent à l'État. Il faut dire, c'est ce qu'on doit regretter. Et Atangandi est donc arrivé dans un contexte spécifique, dans un contexte complexe, où la paix est menacée, où les symboles de l'État sont bafoués. Il a pris donc des mesures. Et pour moi, je ne peux pas commenter sur ces mesures, parce que vous savez, dans tout projet, il y a une approche managériale. On peut dire ici, c'est une approche, une méthode à Tangandi. Et ce qui est sûr, les 6 prochains mois, on verra, quand on va évaluer, ce que ça va apporter. Mais, je dis, c'est tout à fait normal en tant que manager, il vient d'être nommé. Et il doit se démarquer. C'est un homme pragmatique, pas se démarquer, c'est-à-dire il apporte ce qu'on appelle, c'est ça quoi, son approche. Ça c'est une approche managériale, ce qu'il est en train de faire. Dans un contexte qui est bien donné, on peut donc comprendre ces mesures. Et je vous rappelle, même dans des grandes démocraties, il y a par exemple aux États-Unis, le président a 3 bulletins par jour, le matin, à midi et le soir. Bon, ici chez nous, on en avait un bulletin quotidien. Le contexte, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, nous avons des régions où c'est critique, où je pense que la position d'un ministre comme Atangandi, qui est pragmatique, qui sait de quoi il parle, ça peut se Très bien. Alors, Julien Sepo, avec vous, tentant de questionner l'applicabilité de ces mesures, est-ce à dire, et d'ailleurs Flavien Ndongo, alors qu'il était en train de faire tout à l'heure la revue de la presse, il est revenu justement sur une presse écrite qui a dit que ces sous-préfets et préfets qui géraient plutôt des problèmes fonciers auront désormais du pain sur la planche. Mais avez-vous envie de questionner l'applicabilité de ces mesures? On sait qu'il y a des zones qui ne sont pas couvertes en électricité, des zones dans lesquelles on a même la possibilité aujourd'hui de passer un coup de fil. Est-ce qu'il sera facile pour ces personnes-là de donner en temps et en heure le rapport ou les rapports dont a besoin le ministre? Justement, là, la question, comme M. Bima l'a dit, c'est peut-être d'ici quelques temps qu'on va évaluer pour savoir ce que... Mais pour moi, la question n'est pas là. Pour moi, c'est juste un effet d'annonce pour, n'est-ce pas, pour se démarquer dans un gouvernement. Je rappelle, en passant, que M. Atangandi est resté pendant plus de 10 ans secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité. Donc ce genre de bulletin, il a l'habitude, logiquement, à ce poste-là, généralement, c'est lui qui collectait déjà, n'est-ce pas, ces bulletins du temps qu'il était secrétaire permanent du Conseil de sécurité. Donc, qu'ils viennent aujourd'hui. Bon, heureusement, vous l'avez dit tout à l'heure que c'était une note confidentielle qui s'est retrouvée sur la place publique, alors qu'elle n'aurait pas dû être là. Parce que moi, je considère que c'est une note de travail. Puisque maintenant, il est chef de département ministériel, comme vient de le dire M. Bima. Il est chef de département ministériel. Il faut qu'il imprime sa marque, qui donne l'impression, du moins pas qui donne l'impression, qu'il fixe le là, comme on dit, à ses principaux collaborateurs, les patrons de la préfecture, parce qu'actuellement c'est lui le véritable patron de la préfecture. Donc maintenant, concernant comment est-ce que ça va arriver, nous n'en savons rien. Vous savez, dans ce pays, pendant que nous avons nos téléphones, on n'a pas Internet, on n'a pas... Peut-être on va équiper tous les sous-préfets et autres des téléphones satellitaires pour pouvoir passer l'information. Une fois de plus, ce que vous passez le temps à reprocher au système, on met la charrue avant les bœufs. Je ne sais pas comment... J'ai dit tout à l'heure, M. Atangandi déjà recevait ces bulletins. Maintenant qu'il est le patron, peut-être qu'il a la possibilité de les exploiter maintenant lui-même.
Bon, il faudrait peut-être on fait, vous savez, on dit document confidentiel, mais on s'arrange toujours pour que les gens sachent, pour que l'opinion publique sache que voilà ce qu'on veut faire. Pour vous, ça ne s'est pas retrouvé sur la place publique par hasard, c'est pensé. La preuve est que, bon, mais depuis que c'est sur la place publique, vous n'en avez pas entendu se plaindre. Donc, on s'arrange quand même pour que l'opinion publique sache qu'il y a un nouveau monsieur qui est arrivé avec une nouvelle méthode et qui veut, n'est-ce pas, imprimer sa marque. Espérons. Nous le souhaitons, hein, aucun pays, aucun Camerounais n'est content de la situation que vivent pas seulement les régions anglophones, vous avez l'extrême nord, vous avez l'est, vous savez que de temps en temps, les rebelles centrafricains font les incursions chez nous. Donc, personne, aucun Camerounais n'est... Nous sommes peut-être dans une bulle un peu ici à droite, où on ne sait pas ce qui se passe dans ces zones-là. Donc, nous souhaitons vraiment que le Cameroun revienne en paix. Et si M. Atangadji, moi, je ne veux pas entrer dans certains paramètres ici, il reste dans son rôle. Si peu, grâce à ces bulletins, qui va pouvoir exploiter désormais lui-même, parce qu'en tant que secrétaire permanent, il les recevait tout simplement, il les passait. Peut-être on ne lui permettait même pas de les lire. Maintenant qu'il peut les recevoir, lui-même les exploiter. Espérons que ça puisse quand même aider à avancer dans la gestion de cette crise anglophone et de toutes les crises par lesquelles passe le Cameroun. Docteur Bouguene, moi j'aimerais tout de suite convoquer votre casquette de politologue pour essayer d'analyser cette sortie finalement de Paul Atanga-Ndji. Est-ce que, comme d'aucuns, vous pensez que c'est le désir pour lui de marquer le coup ou alors de tenter tout simplement de plaire au créateur? Oui, c'est un secret de polichinelle. Paul Atanga-Ndji est un acteur majeur du système de gouvernance actuel. Cela signifie que le texte qu'il prend est le résultat d'une interaction dynamique avec d'autres éléments du système ou d'autres acteurs. Ce texte n'est pas de lui tout seul. Ça, c'est d'un. Et donc, ce texte vient peut-être corriger un dysfonctionnement dans le système sécuritaire. Peut-être. Mais toujours est-il que les objectifs visés dans le texte vont être une réponse à un certain nombre d'exigences sécuritaires. Parce qu'apparemment, la réactivité avait été lente. Et dites-vous bien qu'il y a un certain nombre de soutiens dans l'environnement du fait de la dégradation sécuritaire qui ont été perdus, qui sont allés aux sécessionnistes, qu'il faut pouvoir récupérer. Il y a un certain doute au niveau des investisseurs et de bien d'autres partenaires extérieurs et même internes du Cameroun. Il faut frapper du poing sur la table, il faut que le ton soit haussé. Et je pense que sur un plan systémique, l'ensemble des objectifs du système, parmi lesquels la conservation du pouvoir, passe aussi par la réussite à solutionner la crise anglophone, par la réussite à pouvoir résoudre tous ces conflits. Moi, je pense que il est non seulement dans son rôle, mais en tant que variable de transformation dans un système, il se doit non seulement de poser des actes qui vont vers les objectifs, mais qui vont satisfaire les attentes de l'environnement. Également, vous avez parlé d'une créature. Son créateur lui a donné une feuille de route. Et puis, il doit respecter cette feuille de route. D'accord. Dites-vous bien que c'est en droit de ligne. Je vous remercie, docteur Bouguene, pour vous relancer. Vous, Jacques Dobel, est-ce que cette mesure, celle qui consiste finalement à faire 2 bulletins d'information par jour, pourrait permettre de juguler les différentes crises par lesquelles passe le Cameroun en ce moment? C'est vrai qu'on insiste beaucoup sur la crise anglophone, mais Julien Sepola l'a rappelé tout à l'heure, on est un peu assailli de toutes parts. Il y a l'extrême nord, il y a l'est. Mais surtout, est-ce que cela va permettre d'anticiper sur les différentes attaques que subit le pays? Jugeons le maçon au pied du mur. Je vais commencer par attirer votre attention, l'attention de vos téléspectateurs sur le fait que 2 bulletins par jour, si vous calculez en main, 10 gouverneurs de région, 56 préfets, 58 préfets et 360 sous-préfets, ça fait quand même 800
56, ça fait 856 bulletins par jour. C'est pratiquement un livre. Pour monsieur. Il y a une synthèse à l'échelon supérieur. Oui, justement, les sous-préfets qui transmettent au préfet, les préfets qui transmettent au gouverneur. Mais parce que si j'ai bien compris la lettre de cette instruction, c'est les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets qui doivent faire cette note. Hein. Non, les sous-préfets qui donnent l'information. Il n'y aura pas d'incident partout, à tous les jours et à tout moment. Et les préfets qui donnent au gouverneur. Alors, je ne sais pas si... Il y aura beaucoup de synthèse quand j'étais jeune, il y aura beaucoup de RAS. Quand j'étais jeune reporter, à l'époque, il existait ce qu'on appelle les radios de commandement. Je ne sais pas s'il en existe encore aujourd'hui. Bon, peut-être à travers les radios de commandement, on va y aller. Ou alors, on va installer les téléphones satellitaires, comme là, c'est bien dit Julien. Mais le tout est de savoir. Vous savez, c'est même... Parmi les fonctionnaires, vous pensez que tout le monde est content de ce qui se passe dans ce pays, de comment le pays est géré. Il y en a qui ne vont pas être honnêtes dans ce qu'ils vont faire. Ça, je ne me mets pas à leur place, mais nous sommes des êtres humains. Et nous avons... Il y a une pluralité de sources. Hein. Il y a tellement de choses. Oui, il y a une pluralité. Il y a le commissaire spécial et tout ça. Oui, mais ils sont tous des Camerounais et qui ont des problèmes dans leur propre carrière, qui ont des problèmes dans leur village et tout, qui vont essayer autant de tromper la réalité, de fausser ces notes-là. Quitte à ce que, bon, M. Atanganji a quand même une longue expérience dans ces choses-là. Parce que jusqu'à ce matin, j'ai relis encore sa biographie qui a été publiée il y a quelques semaines par Jeune Afrique. C'est quelqu'un qui est entré dans les bonnes grâces de Biya, qui est passé par certains ministres des Finances, qui est passé par les officines de Fauchivé, qui est passé et qui a toujours... Qui a le bras étendu jusqu'au Nigeria où il touche les meilleurs généraux. Qui a l'oreille du chef de l'État. Bon, s'il a aussi les moyens de la politique qu'il est en train d'imprimer, c'est une bonne chose. Mais le problème est complexe et je ne peux pas jurer que c'est une procédure qui va donner les résultats dans l'immédiat. Je crois que M. Bimaï a dit tantôt qu'il faut attendre peut-être 6 mois. Ouais, 6 mois, nous sommes dans un brûlot. 6 mois, pour moi, c'est trop long. Non, pour évaluer. Les premières mesures. Le problème aurait été plus jubilé dès le début. Et c'est le même Atanganji qui a donné l'impression à l'opinion internationale qu'il n'y avait pas de problème anglophone au Cameroun. Oui, là, je crois que c'est à dessein que bien l'a envoyé à cet endroit-là pour qu'il gère maintenant ce qui est devenu non plus une crise anglophone, mais une crise sécuritaire qui secoue tout le pays. Parce que lorsqu'on vous enlève des sous-préfets et des hauts fonctionnaires, parce qu'un délégué régional est quand même un haut fonctionnaire, qu'on ne vous les remette pas au bout de 2 semaines, 1 mois, il y a un réel problème. D'accord. Oui, permettez déjà que je vous relance vous. Oui, non, je voulais d'abord dire quelque chose. Oui. Là. À l'époque, je crois qu'on avait mal compris le ministre Atanganji. Il avait dit qu'il n'y a pas un problème anglophone. Écoutez-moi bien. Il disait que, il voulait dire par là que les mêmes problèmes qu'on a au nord-ouest, au sud-ouest, on les retrouve dans les autres régions. C'était notre façon de comprendre le problème. C'était important, quoi, en fait. Bon, mais ce n'est pas là le problème. Aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut dire, je suis de ceux-là qui pensent que le problème anglophone, c'est un problème politique qu'on ne peut que régler par des mesures politiques. Et donc, cette mesure, les cosmétiques non, attendez. Et les solutions politiques ne peuvent qu'être trouvées dans un cadre de dialogue et de consensus. Mais le dialogue ne peut aussi avoir lieu que dans un cadre de paix et puis de sécurité nationale. Donc, je peux comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certains barbares qui s'attaquent à l'État du Cameroun, c'est inacceptable. C'est-à-dire, vous savez, bafouer l'État, les principes de l'État, les symboles de l'État, c'est inacceptable. Mais de l'autre côté, ça veut dire que les mesures que le ministre Atanganji est en train de prendre, c'est de pouvoir assurer la sécurité des personnes et des biens, d'essayer de retrouver un cadre qui nous permette de continuer à dialoguer. Moi, je dis, et ça c'est aussi ma position, je suis Camerounais, je pense qu'il nous faut
trouver un cadre de dialogue, comme l'a dit le chef d'État, un dialogue dans un cadre républicain. On a commencé, c'est vrai, de consultation, le chef d'État l'a fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Je pense qu'il faut aller très vite, donc pendant qu'il y a toutes ces mesures, que le Camerounais aussi essaie de comprendre que là où nous sommes aujourd'hui, je crois, il n'y a pas que le problème anglophone. Nous sommes au Cameroun, il faut absolument que nous comprenions que le dialogue est indispensable, c'est incontournable. Vous savez, les problèmes politiques, le vivre ensemble ne peut pas se décréter, ne peut pas être forcé. C'est des choses qu'il faut négocier, c'est des choses que nous devons trouver un consensus. Et c'est pour cela que moi je pense que le chef de l'État, qui est un homme politique sage, et je le dis qu'il va gagner la prochaine présidentielle. Mais c'est pour ça que moi, peut-être, je prends souvent position. J'ai mon thème aujourd'hui qui est de tout ce qu'on parle là. Nous ne devons pas faire la politique par rapport à l'opposition camerounaise. Nous devons faire de la politique par rapport au développement du pays. Et c'est pour cela, moi, en tant qu'ADPCiste, je dis ça c'est mon point de vue. Hein, tout en restant un militant discipliné, comme tout à l'heure, on est en campagne. Mais je dis... il est important d'avoir des institutions fortes, que le chef d'État nous aide à les mettre en place. On a vu que l'opposition ne peut pas jouer son rôle. On peut évoluer avec un système qui peut permettre le jeu des alliances et de tout, par exemple. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis, la décentralisation dont on parle, qu'on y aille, et les gens doivent aussi comprendre que cette décentralisation, c'est aussi une forme de fédéralisme. Moi, j'appelle ça le sémi-fédéralisme. Ne soyons pas focalisés sur le mot, mais sur ce qui va être fait. Mais il faut comprendre que c'est un processus. Un processus, aujourd'hui, on a pris par le temps. Le temps, aujourd'hui, joue contre nous. Il faut aller vite. Et c'est pour ça que je pense que nous le comprenions, que le Camerounais comprenne que oui, le chef d'État, d'ailleurs, a pris un certain nombre de mesures qu'il faut saluer. Vous avez vu la femme suisse, la déléguée suisse qui est venue ici, nous dire comment ça se passe en Suisse. Je crois que c'est une volonté. Ça veut dire que le chef de l'État est à l'écoute. Il sait bien qu'il faut apprendre, il faut améliorer les choses. Ça fait 25 ans qu'il est au pouvoir, monsieur. Donc nous sommes en train d'avancer calmement et c'est pour chuter. Ce n'est qu'à travers le dialogue qu'on peut tout régler, mais il ne peut pas avoir le dialogue dans le dialogue. Qui a rompu ce dialogue-là qui a pourtant commencé? Qui l'a rompu? C'est le gouvernement. C'est pas rompu, ça continue. C'est le gouvernement qui a rompu le dialogue. Non, il n'a pas rompu. Avant de revenir à vous, Julien Sepo, permettez également au docteur Bougain, il veut placer un mot justement sur ce que disait tout à l'heure Jacques Bimaï. Oui, je suis d'accord avec lui par rapport à l'intervention du ministre Atangandji sur la crise anglophone. Ce qu'il voulait dire, je voudrais mettre... Oui, je vais embrayer s'il vous plaît. Il disait qu'il n'y a pas de problème anglophone, mais il y a un problème camerounais exprimé par les anglophones en leurs propres termes, avec leur méthode. Je voulais dire que le ministre Atangandji, ministre de l'administration territoriale, vous l'avez vu convoquer déjà les chefs traditionnels pour leur dire vous êtes des auxiliaires de l'administration. Je crois que c'est le seul ministre actuellement dans le gouvernement qui a le meilleur réseau dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, et même au Nigeria. Or, avec ces réseaux-là, vous allez voir qu'il va mieux neutraliser les sécessionnistes et autres casseurs que n'importe quel autre ministre. Selon certaines sources, c'est même ces réseaux qui auraient permis qu'on puisse arrêter et puis extrader Sissiko Ayoutabé ainsi que... Oui, vous mettez de l'eau à mort. Bon, maintenant, sachez que le problème de fédéralisme, le problème de décentralisation ne se fait pas ou se fait lentement. Parce qu'il y a un jeu de pouvoir. Il y a des gens au pouvoir qui veulent conserver le pouvoir. Et c'est de leur droit. Ils veulent que les gens passent par les élections pour gagner, pour accéder au pouvoir. Et il y en a d'autres qui veulent soit prendre le pouvoir par insurrection, soit saucissonner le Cameroun pour pouvoir diriger une partie du pays. Et dans ce jeu de pouvoir, c'est le peuple qui en souffre sans bien comprendre de quoi il s'agit. Qu'il s'agisse des sécessionnistes et de toute leur clientèle, ou alors de certains fédéralistes très passionnés, sachez que leur problème, c'est une position de pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir estiment que peut-être en lâchant du lest très rapidement par rapport à la décentralisation, ou bien en acceptant le fédéralisme, ils vont perdre ce pouvoir. Et c'est ce genre de jeu qui crée beaucoup de situations difficiles à comprendre.
on se demande pourquoi c'est aussi lent. Pourquoi on ne passe pas au fédéralisme? Pourquoi la décentralisation n'a pas été effectuée depuis? Mais la décentralisation fait partie du pouvoir. Il y a transfert de compétences et de ressources du niveau central vers la périphérie. Donc le pouvoir va échapper quelque part au centre. Et donc ça ne fait pas toujours l'affaire de... Il faut dire également, Julien Sepo, que ce n'est pas la seule mesure, ce n'est pas la seule prescription qui a été donnée par le ministre cette semaine. On se souvient vendredi de ce communiqué radio-presse qui a circulé dans toutes les rédactions, dans lequel on va retrouver justement que le ministre demande l'interdiction ou alors l'arrêt de l'exercice de l'activité de moto-taxi dans certaines localités du nord-ouest et du sud-ouest, parce que selon lui, ces conducteurs de moto-taxi seraient des complices finalement de ces sécessionnistes qui rentrent dans le pays par tous les canaux et qui finissent de perpétrer leurs attaques et ressortent. On voit là que le ministre se trouve dans une belle lancée, celle de la prise de décision qui vise par exemple à trouver des solutions assez radicales à la crise anglophone. Sauf que malheureusement, dans notre pays, on a l'habitude de prendre à des très bonnes questions, on apporte toujours des mauvaises réponses. C'est de ça qu'il s'agit dans notre pays. Et tout part de quoi? Tout part d'un défaut de planification. Vous ne pouvez pas fonctionner dans un pays où, Fenech d'hiver, il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui ne sait où il va. Parce que tant que vous avez un bateau lancé, que le vent t'a de n'importe quel côté, si le bateau n'a pas de direction, il ne saura pas si le vent est favorable ou pas. Et malheureusement, c'est ça notre pays. Quand un ministre de la Théologie dit qu'il faut interdire la circulation des motos-taxis, pas seulement de nuit, toute la journée. Mais qui a créé le phénomène de motos-taxis? C'est ce gouvernement. Mais c'est Atangandji justement, à l'époque il collaborait avec Feu Fauchevert. C'est ce gouvernement c'est ce que j'allais qui a créé ce phénomène de moto-taxi. C'est ce gouvernement avec ce monsieur-là. Et qui aujourd'hui, grâce à ça, beaucoup de compatriotes dans ce moment vivre. Aujourd'hui, on les pousse, on leur dit que bon, vous n'avez plus rien, vous ne devez même plus faire ça. Peut-être parce que c'est une mesure d'insécurité. Mais je vous ai dit tout à l'heure, M. Atangandji n'est pas nouveau dans la sécurité, contrairement... Au moins nous sommes tous d'accord là-dessus ici. C'est vous qui dites qu'il a les réseaux passés, il a les choses, il sait tout. Donc il a l'information. S'il a toutes ces informations dont on parle, est-ce qu'il a besoin de ces mesures? Alors il y a quelque chose de plus fou qui accompagne justement cette mesure-là, c'est qu'il se dirait dans le nord-ouest et dans le sud-ouest que si ces conducteurs de moto-taxi acceptent de signer des engagements qui disent qu'il n'y aura plus d'attaques, eh bien ils auraient la possibilité eux encore de se lancer dans la rue pour faire effectivement leurs activités. Donc c'est pour dire, vous voyez bien, donc on vous dit, si vous signez qu'il n'y aura plus d'attaques, donc sous-entendu c'est vous qui faites les attaques. Donc, attendez, si on a toutes les informations dont il s'agit avec les réseaux qu'on peut informer, je ne pense pas qu'on a besoin de ce genre de mesures. Si vous voulez, vous ne pouvez pas venir. Parce que ça, c'est mettre de l'huile sur le feu. Vous ne pouvez pas, au lieu d'apaiser les gens, au lieu de trouver les solutions, parce que contrairement à ce que nous disons tous ici, nous savons tous, au moins eux là, au sérail, dans le sérail, ils savent que la situation est embêtante ici comme ça, on peut passer. Je vais vous prendre un peu, je reviens sur une petite structure que j'ai déjà dit plusieurs fois ailleurs sur le plateau. Souvenez-vous de ce que une grande personnalité de ce pays avait dit du haut de sa chair de PN que Boko Haram est parmi nous. On n'a jamais résolu ce problème. Ça veut dire qu'on a les informations qu'il faut. C'est pas dire ce que M. Atangandji, s'il faut vraiment venir maintenant mettre les populations mal à l'aise par rapport à temps, par rapport à ça, on ne va pas s'en sortir. Et puis, je vais embrayer sur on ne peut pas, après 35 ans, M. Bima dit que M. Biya est encore le futur nouveau président du Cameroun. Tant mieux, ça c'est sa position. Mais vous ne pouvez pas être dans un pays qui depuis 35 ans navigue à vue. Vous voyez, on vient de mettre sur pied le Conseil constitutionnel. La première question qu'on se pose, c'est après pourquoi on dit qu'ils vont siéger où là? Après 22 ans. C'est-à-dire qu'on a créé une affaire avec depuis 22 ans. C'est le jour qu'on fait le papier qui se la dit, mais c'est même comme ça, ils vont siéger où? À la Cour suprême. C'est la même chose avec les conseils régionaux dont j'ai parlé dernièrement sur notre plateau. Même si on créait les conseils régionaux maintenant, même si on devait aller aux élections régionales, ces conseils vont siéger où?
Si on ne sait pas si le président de région ira squatter dans les services du gouverneur, on ne sait pas. Mais parce que le pays n'a pas de planification. Or, vous ne pouvez pas évoluer avec un gouvernement qui triche au point de mentir sur le nombre de la population. Parce que tout part de là. Si vous ne pouvez pas avoir si vous ne pouvez pas dire que nous sommes 10 aujourd'hui, dans 5 ans nous serons 15, vous ne pouvez faire aucune planification et à partir de ce moment, tout sera biaisé. Vous ne pouvez jamais vous en sortir. Donc, moi je doute très fort de ce que... Heureusement, on a dit ça, tout à l'heure on attend l'évaluation. Quelqu'un l'a nommé, on a dit c'est un créateur qui a nommé une de ses créatures quelque part pour résoudre un problème. Mais heureusement qu'on fait. Dès octobre 2016, j'étais l'un des premiers, je ne sais pas, sur un plateau télévisé, a dit qu'il faut que M. Bia aille à Bamenda. On a chassé le premier, ça veut dire qu'on le veut. C'est lui qu'on a nommé, c'est lui qu'on a élu pour résoudre le problème des Camerounais. S'il allait là ce jour-là, il disait que quel est le problème, cher frère? Je vous ai compris, on va résoudre ce problème. Et comme il aurait donné la légitimité qu'il recherchait. On n'en serait pas là. D'autant plus que tout c'est un processus. Même si on dit fédéralisme, ce sera toujours un processus. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas finalisé avec le processus de décentralisation? Si on avait résolu ce problème, on n'en serait pas là aujourd'hui. Très bien. Je vous remercie. Oui, avant de revenir à vous, monsieur, permettez, s'il vous plaît, vous allez revenir dessus. Permettez également que Jacques Dobel puisse s'exprimer sur cette question-là. Est-ce que finalement, on se retrouve dans un univers dans lequel on a l'impression qu'on maintient la crise anglophone pour des objectifs précis? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de se diriger à grands pas vers les élections. Comment ça va se diriger? Ça va se passer dans ces régions en crise. On sait aujourd'hui que de nombreux Camerounais sont réfugiés au Nigeria. Et d'ailleurs, si vous avez regardé le 20h, les différentes éditions d'Equinox Télévision, vous avez vu les conditions dans lesquelles vivent ces Camerounais au Nigeria. Alors, qui c'est qui va voter de ce côté? Est-ce que les élections se dérouleront de ce côté-là également? Si oui, dans quelles conditions? Puisque je crois depuis quelques années, les Camerounais de l'extérieur peuvent voter, mais ce n'est pas des réfugiés qui vont voter. Parce que d'abord, ils ne sont pas enregistrés là où ils sont. Dans leur présentation, ils sont pas. Et puis, l'état d'esprit dans lequel ils sont ne leur permet pas de voter. Et même ici à l'intérieur, là-bas dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, il y a des gens qui ne vont pas voter parce qu'ils ne sont pas contents. Ils ne savent pas pourquoi ils vont... Je ne sais même pas si moi je peux aller voter parce que je ne sais pas pourquoi je vais voter. Ah, ça, je le dis clairement, je ne sais pas pourquoi je vais voter puisque j'attends de voir. Vous pourrez voter pour le changement. Ça commence par là. Ah, vous savez depuis combien d'années on promet le changement dans ce pays et qui n'est jamais venu pour le changement. Je suis d'accord, mais j'attends de voir d'abord les programmes, les projets de société. Nous en avons, monsieur. C'est pas le moment de battre ces campagnes, Julien. J'attends de voir les projets de société. Même les conseillers municipaux devraient avoir un projet de société pour leurs différentes communes. S'ils en ont, on verra le moment venu, on verra au cours de votre campagne. Alors, je crois que je ne veux pas être systématiquement pessimiste. Mais j'attends de voir la situation évoluer. Nous venons d'avoir un nouveau gouvernement. Laissons-le travailler et au bout de 3-6 mois... On pourra juger le maçon si effectivement son mur est solide ou pas. La dernière question sur le sujet pour vous, Jacques Mibaye, oui, allez-y. Non, je voulais d'abord dire ceci. Non, il faut qu'on soit clair. Hein. Le ministre Atangandji n'est pas contre le motocycliste qu'on appelle un bensikiner. Je vais dire ceci, la paix n'a pas de prix. Quand la paix est menacée, pour retrouver la paix, il n'y a pas de prix. Toutes les mesures sont bonnes. Voilà. Nous sommes dans une situation où aujourd'hui, d'abord vous avez dit que ces mesures sont temporaires. Ce n'est pas à très long terme. Il a dit renouvelable pour les 2 semaines. Bon, voilà. Donc on est en train de voir, il y a un problème de sécurité majeur qui se soulève dans les 2 régions. Je pense qu'on peut trouver des mesures aussi fortes, apporter des réponses fortes à ce qu'on vit pendant un certain temps. Là où il fallait peut-être poser des questions où je me dis, que oui, mais ces bensikilers à qui ils vont vivre de quoi? Est-ce qu'il y aura une compensation? Voilà. Là, c'est discutable. Non, mais vous voulez faire mais c'est ce que j'ai dit. Quand les envoie, qu'on attaque. C'est sur les benskins que les attaques se font. Donc, on est en train de dire que oui, la mesure, c'est une bonne mesure, mais seulement il faut des mesures d'accompagnement. Bon, des mesures d'accompagnement, mais écoutez, c'est ce que je dis, c'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas donner l'impression qu'aujourd'hui le ministre Atangandji est contre les bensikineurs et consorts. Non,
Il faut trouver la stabilité, la paix dans ces deux régions. Il faut prendre des mesures aujourd'hui fortes. Ça n'a pas de prix. Bon, qu'on parle maintenant de mesures compensatoires, ça peut se discuter. Et c'est sur cette note-là, chers messieurs, qu'on va mettre un terme à cette autre édition de Droit de réponse. C'est vrai que la semaine a été forte sur le plan de l'actualité. Et cette nouvelle crise également qui a auréolé l'actualité de la semaine, c'est le décès d'une consoeur, Pauline Poincier-Maninga, qui est survenue justement au cours de la semaine. Une femme forte qui a pu marquer de son empreinte la longue histoire de la presse écrite au Cameroun. De toutes les façons, Serge Alain Autou et son équipe ont bien voulu vous remettre les souvenirs de cette dame qui est passée dans Dimanche avec vous il y a quelques années. C'est avec ce programme qu'on vous laisse ce dimanche. Excellent dimanche à tous.